Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Vous suivez tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce courrier des auditeurs qui aujourd'hui vous est présenté par moi-même, donc Florian Dai. Et Elisa Dufaux. Voilà, donc nous allons commencer comme d'habitude par vous rappeler les questions, puis vous parler un petit peu de l'actualité de la radio, notamment, et vous l'avez demandé, les émissions en ondes courtes depuis Tamshui cet été. Voilà, et avant de saluer quelques auditeurs, je voulais rappeler la question du concours du mois de juin. Alors, il y a des cadeaux à gagner, comme d'habitude. Voici la question. Combien de groupes et artistes taïwanais participent aux Jeux culturels de Paris en représentant Taïwan? Et qu'est-ce qu'on peut gagner si on trouve la bonne réponse? Alors, on peut gagner des petits cadeaux qui sont liés au mois de juin, puisque il y a quelques temps, on a eu la fête des bateaux dragons. Et là, comme cadeau, on a des petits zongzi en crochet, donc des zongzi crochetés à gagner. Il y en a 5. Alors, des zongzi, c'est un mets traditionnel de riz gluant, de riz avec une garniture et enrobé dans une feuille, dans des feuilles, alors ça peut dépendre, et ensuite cuit comme ça. Et c'est une nourriture qu'on mange habituellement pendant la fête des bateaux dragons. Donc c'est pour ça que Tiffen en a crocheté certains et voilà, nous les donne pour qu'on puisse les redistribuer aux auditeurs qui auront la bonne réponse. Voilà, et quel est le concours trimestriel du coup? Est-ce que tu peux nous rappeler ça, Lisa? Oui, alors le concours trimestriel pour les mois d'avril, mai et juin, c'est aussi lié aux dragons, à la fête des bateaux dragons, puisqu'il faut nous dire quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon. Donc là, c'est un petit exercice de chinois, de mandarin. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous obtiendrez des petites crevettes réalisées à partir de paille de boisson. Voilà, il y en a 6 remportés. Voilà, donc bonne recherche et bon courage pour répondre à ces deux questions du mois de juin et du deuxième trimestre de l'année 2024. Voilà, et avant de répondre aux questions, j'aimerais bien qu'on salue quelques auditeurs qui nous ont écrit. Vous avez été nombreux à nous écrire, notamment Alain Carlier, qu'on salue. Il y a aussi Shivandu Paul. Et Ratan Kumar Paul, qui nous écrivent tous les deux depuis l'Inde. Ralph Urbanchik d'Allemagne. Gilbert Dupont de France. Colline Mailleux du Japon. Voilà, on a aussi Daniel Villon. Philippe Marsan, qui nous écrit de Biganos. Siddhartha Bhattacharjee, qui nous écrit également d'Inde. Et ensuite aussi Juan Carlos Pérez, qui nous écrit de Valladolid, en Espagne, qui nous a envoyé une photo de sa collection de fanions des 3 dernières années de RTI. Nous avons également eu un courrier de Paul Jamet avec 6 rapports d'écoute. Alors, petit message à Paul Jamet, parce qu'il n'y avait pas un rapport d'écoute du 16 mai, mais ce jour-là, il y avait une émission avec au micro une personne qu'il nous avait recommandée il y a à peu près 1 an. Donc, Paul Jamet, si jamais vous nous entendez, allez rechercher l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière du 16 mai. Ce sera une petite surprise, voilà. Ok. Et également Jacques Augustin, fidèle auditeur. Qui nous envoie beaucoup de questions. Et pardon, parce que souvent, on ne peut pas toutes les traiter, parce que on a aussi d'autres questions d'auditeurs à répondre. Mais en tout cas, on les garde bien au chaud. Et puis, dès qu'on peut, on y répond. Voilà, et donc on va commencer par répondre à la question sur les émissions depuis Tamshui en ondes courtes de l'été. Et donc l'essai en français aura lieu le premier dimanche de juillet, le 7 juillet. On n'a pas encore l'heure précise. Ça sera le même week-end que les émissions en langue allemande, et donc le samedi pour l'allemand et le dimanche pour le français. Ensuite, les émissions allemandes auront 4 semaines à partir de la mi-juillet. Et plus tard, les semaines, donc les 4 semaines du mois d'août, il y aura les émissions du service français émises vendredi, samedi et dimanche. Par contre, l'émission sera de 30 minutes et non pas d'1 heure comme avant. Il y aura aussi une carte spéciale QSL et on vous confirmera les heures, les jours et les fréquences dans une émission à venir parce qu'on n'a pas encore tous les détails.
Voilà donc juste le planning prévisionnel des émissions en langue courte depuis Tam Shui. On remercie Jacques-Augustin pour cette question. Et on enchaîne tout de suite avec une question de Maggie Roy qui demandait si la fête de la musique est célébrée le 21 juin parce que, eh bien, nous sommes le 22 juin. Lisa, est-ce que tu as vu quelque chose hier par rapport à la fête de la musique à Taïwan? Non, il y a tout simplement rien à ma connaissance. Exactement. Quand j'ai cherché là-dessus, les premières informations sur lesquelles je suis tombée, c'est un concert de musique taïwanaise, mais qui a lieu à Toronto. Ensuite, des activités organisées par le BFT. Et puis, d'autres festivals de musique qui ont lieu soit en juillet, soit en octobre à Taïwan, soit des activités qui ont lieu en France. Et si on fait la recherche en chinois, il y a pas mal de festivals de musique, mais à des dates très variées. Et la fête de la musique n'est absolument pas célébrée en tant que telle le 21 juin à Taïwan. Donc on remercie Maggie Roy pour cette première question et on enchaîne avec une deuxième question à propos du bateau royal du roi des épidémies. Donc ça, c'était une émission que tu avais faite, Lisa, par rapport à la mise à feu de ce bateau sur la plage avec des liasses de billets. Donc Maggie Roy demandait quel matériau... C'est pas sur la plage, c'est sur le bord d'une rivière. Mais bon, c'est toujours en lien avec l'eau, normalement. D'accord. Il faut qu'il y ait un endroit... Puisque c'est un bateau, ça semble logique. Oui. Mais le bateau n'est pas brûlé sur l'eau. Il est brûlé vraiment sur la berge. D'accord. Et donc, elle demandait quel matériau est utilisé pour construire ce bateau et que lancent les personnes depuis ce bateau durant la procession. Oui, alors vous avez sans doute vu une vidéo que j'ai faite sur cette cérémonie du bateau royal à Anding. Oui, exactement, qui est très chouette. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Merci beaucoup. C'est une vidéo que j'ai filmée à Anding, je ne sais plus, je crois que c'était en avril, possiblement. Et j'avais interviewé le monsieur qui a peint le bateau. Donc pas celui qui a fait le bateau. Le bateau, il est fait en bois. Il est tout le temps fait en bois. Et il y a quelqu'un qui le construit. D'ailleurs, il y a un célèbre artisan qui est connu pour la confection des bateaux royaux qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et il était très célèbre. Il était notamment à la cérémonie de Liu Ying. Et qu'est-ce que je voulais dire? Elle demandait aussi que lancent les personnes depuis ce bateau durant la procession. Oui, et en fait, ce bateau-là, mais je pense qu'il faut revenir un peu à l'origine de cette cérémonie, peut-être pour présenter aux personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo. En fait, cette cérémonie, ça s'inscrit dans le culte des Wangye, qui sont des émissaires divins de l'empereur de Jade, ou en chinois Yuhuangdadi. Et ces rois sont responsables des maladies et aussi capables d'en délivrer la population. Donc ils sont très honorés à Taïwan. Et on pense que ce culte est arrivé sur l'île principale de Taïwan au XVIIe siècle, sous la dynastie des Ming. Ce culte aujourd'hui est très, très, très important à Taïwan, mais en particulier dans le sud de Taïwan, dans la région de Tainan, de Kaohsiung. Et on le trouve aussi en Chine et même dans certaines communautés chinoises d'outre-mer, comme par exemple en Indonésie ou en Malaisie. Donc partout où il y a des très fortes communautés chinoises. Et en fait, cette cérémonie, l'anthropologue française Fiorella Alliot, qui a beaucoup étudié le culte des Wangye, pense qu'il s'est installé à Taïwan, enfin qu'il s'est aussi bien implanté à Taïwan parce que pendant la colonisation de Taïwan par ces émigrants chinois qui sont arrivés par vagues, notamment au XVIIe siècle, il y avait beaucoup d'épidémies qui ont fait vraiment des ravages. Donc ces gens qui venaient par bateau, parfois ils tombaient malades dans les bateaux parfois amenaient des maladies, la peste, des choses comme ça. Et donc les gens qui se sont installés sur les côtes, dans les plaines du sud-ouest de Taïwan, ont eu le besoin en fait de vouloir se protéger contre toutes ces maladies. Et donc on vouait un culte à ces rois des épidémies qui existaient déjà en Chine, dans le culte populaire de la Chine. Et donc dans cette cérémonie, il y a la construction du bateau,
Ensuite, il y a quelqu'un qui peint le bateau, donc c'est la personne que j'ai interviewée. Et ensuite, le jour même de la cérémonie, d'abord, avant la cérémonie, il y a plusieurs jours où on purifie le village, où on fait plusieurs rituels. Et ensuite, le jour même, on prend le bateau, Alors, ça dépend des endroits. À Liu Ying, où j'étais l'année dernière, le bateau était pas... Ils n'ont pas vraiment... En tout cas, j'ai pas vu la parade du bateau. Et j'étais là le jour ou l'avant-dernier jour. Et j'ai pas vu ça. Donc peut-être que ça se passe à un moment donné. Mais en tout cas, à Suzhou, le jour même de la cérémonie, tous les habitants tirent le bateau jusqu'à la berge. Donc ils passent par le village. Et alors du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent pas les mâts. Donc ils mettent pas encore les mâts parce que sinon ça se prendrait dans les fils électriques. Mais quand même, c'est quand même très haut. Donc il y a des gens qui sont sur le bateau avec des longues piques pour repousser les fils électriques. Parce que quand même, ça se prendrait dans les fils s'il n'y avait pas ça. Et il y a des prêtres taoïstes qui sont dans le bateau et qui jettent du papier-monnaie. Alors, une autre question, c'était est-ce que c'était des véritables coupures ou pas? Bien sûr que non. Mais pour eux, ce sont des véritables coupures de l'au-delà. Donc c'est une monnaie qui va être utilisée, qui normalement a vocation à être utilisée par les âmes défuntes dans l'au-delà. Mais il y a quand même une exception, c'est que pour cette cérémonie-là, le papier-monnaie qui est jeté n'a pas vocation à être brûlé. En fait, il a plutôt vocation à être conservé comme un peu un porte-bonheur par les habitants. C'est pour ça que les habitants se l'arrachent. Et il y avait par exemple une dame qui était là avec son parapluie. Elle avait mis son parapluie à l'envers pour récupérer le maximum de papier-monnaie. C'est ingénieux. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a une relation avec la course des bateaux dragons ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, d'accord. Ok, eh ben, merci pour ces explications et De rien. merci à Maggie Roy pour sa question. Merci de m'avoir rappelé cette cérémonie. C'était très beau à voir, surtout le moment où ça brûle. Oui, j'ai pas dit. À la fin, on brûle le bateau pour renvoyer justement les... Voilà, on a accueilli les rois des épidémies, on les a bien nourris. Et maintenant, on espère qu'ils sont apaisés et qu'ils en ont assez et on les renvoie pour une durée normalement je crois que c'est de 3 ans. Et après, ils reviennent. De toute manière, on peut jamais s'en débarrasser éternellement, donc ils vont toujours revenir et il faudra refaire des offrandes. C'est vrai que les maladies, les épidémies, on peut se débarrasser de certaines et puis il y en a d'autres qui reviennent ou même reviennent chaque hiver. Mm-hmm. Donc c'est logique, on comprend. On avait aussi reçu une autre question de Siddhartha Bhattacharjee qui nous demandait si à Taïwan la journée mondiale du lait est célébrée ou pas. Alors moi je savais pas quand était la journée mondiale du lait. Moi je savais pas qu'il y en avait une avant d'avoir lu cette question. Donc, mais j'imagine que c'est une journée importante en Inde. C'est vrai. Qui est une grosse productrice et une consommatrice de lait. Ouais. Alors à Taïwan, c'est pas le cas. Justement, à Taïwan, il y a à peu près 80% de la population qui ne consomme pas la dose recommandée, qui est de 2 portions de lait par jour. Donc on est bien en dessous de ça à Taïwan. Voilà, les gens consomment à peu près entre 30 et 50% des recommandations. Du lait qui peut être... ou alors c'est du lait ou de produits forme laitiers, de calcium de produits laitiers en général. D'accord. Voilà. Donc on rappelle que le lait est bon pour la santé en général parce qu'il contient... C'est une des meilleures sources de calcium. Et puis il contient d'autres nutriments comme des protéines, des graisses, des vitamines A et vitamine B2. Donc c'est important pour les jeunes enfants qui sont en train de grandir pour le calcium parce que ça sert à la construction des os et avoir des os en bonne santé. Ensuite, pour les jeunes adultes, après l'exercice, apparemment, c'est bon aussi pour la santé pour donner au corps les protéines et carbohydrates nécessaires. Et puis pour les personnes plus âgées ou aussi les femmes les femmes ménopausées, qui sont moins aptes à retenir le calcium dans leur corps, c'est important aussi de
de prendre des produits laitiers, voilà, Mhm. en général. Après, c'est vrai que certaines personnes sont allergiques ou intolérantes au lactose, et donc c'est pas pour tout le monde. Et en Asie, justement, l'Asie de l'Est est une des régions où le plus de personnes sont intolérantes au lactose, D'accord. ce que je ne savais pas. Oui, j'avais déjà entendu plusieurs amis taïwanais me dire que ça passait pas très bien chez eux, on va dire. Voilà, donc c'est possible de prendre soit des produits qui sont avec des produits laitiers qui ont une quantité de lactose moins importante, comme le yaourt ou le fromage, mais il y a quand même toujours un peu de lactose dedans. Et sinon, des noix et des légumes feuilles vertes ou bien du tofu donnent aussi Du calcium, du calcium, c'est ça, merci, pour voilà, des protéines. en remplacement de produits laitiers. Ok. Voilà. Moi, j'imagine qu'avec tous ces bénéfices, cette journée mondiale doit être largement plébiscitée par toutes les entreprises qui vendent du lait, tous les industriels et l'industrie agroalimentaire qui vendent du lait. Effectivement, c'est surtout l'industrie Carrefour et agroalimentaire Tutti Quanti. qui fait sa pub, avec notamment un basketteur qui boit un verre de lait pendant l'interview pour parler des bénéfices du lait. Et puis le ministère de la Santé aussi, qui a invité la population à participer à un tirage au sort en ligne. Si entre le 1er et le 14 juin, on a posté sur Facebook une photo d'un produit laitier et tagué un ami sous le post du ministère de la Santé. Ok. Voilà. Donc il y a relativement peu... Bon, rien de très fun quand même. Voilà, non. Il n'y a pas non plus de grande fiesta organisée sur le lait. C'est plus voilà, des conseils de santé publique dispensés par le ministère de la Santé et des pubs des entreprises qui vendent des produits laitiers, quoi. Exactement. Après, c'est important de rappeler aussi que le lait est de manière très large assez absent de l'alimentation traditionnelle chinoise. Et en fait, c'est seulement avec l'arrivée des Européens à Taïwan qu'il y a eu les premiers élevages de vaches laitières, d'abord pour nourrir les Hollandais, les Portugais, les Européens qui étaient là, et puis pour nourrir après, ou pour donner donc du lait frais aux Japonais pendant la période de la colonisation japonaise, Mhm. parce que eux avaient déjà été influencés par les Européens, les Occidentaux. Donc le lait est devenu... Le lait est arrivé à Taïwan à travers les différentes vagues de colonisation, et où l'habitude de boire du lait, enfin, c'était vu comme un produit de prestige, du fait que c'était d'abord au début limité aux communautés occidentales et japonaises. Mhm. Donc c'est assez intéressant aussi de voir cet aspect de l'histoire de la production laitière à Taïwan. Alors maintenant, il y a un petit peu plus de vaches et de production de lait. En 2023, la production de lait liquide était donc estimée à 474 000 tonnes. Mhm. Par contre, beaucoup des produits laitiers sont manufacturés, sont importés, surtout en ce qui concerne le fromage, le beurre et le lait en poudre. Ah, ce serait bien s'il y avait du fromage fabriqué à Taïwan, à partir de lait produit à Taïwan. On Voilà, pourrait avoir donc du fromage frais. ça, c'est quelque chose qui est à peu près Un inconnu. rêve J'en ai lointain. vu une fois, C'est vrai? ouais, dans un marché, et c'était horriblement cher. Mais non, effectivement, c'est pas du tout quelque chose d'habituel. Et en plus, ça risque de ne pas se développer beaucoup, puisque à partir de 2025, la Nouvelle-Zélande pourra vendre ses produits sans taxe de manière illimitée, donc les produits laitiers, à Taïwan. Donc là, il y a un peu de réticence de la part des producteurs de lait locaux, mais il y a cet accord. La plupart des produits laitiers importés à Taïwan viennent de Nouvelle-Zélande et des États-Unis, et donc là, il y aura encore plus d'importations de produits laitiers de Nouvelle-Zélande. Mm. Voilà un petit peu même pour aller jusqu'au futur des produits laitiers à Taïwan. Et pour donner une dernière petite comparaison,
En France, il y a à peu près 3,4 millions de vaches laitières et à Taïwan, on en compte 130 000. Voilà, ça vous donne une idée Ok. de l'absence du lait à Taïwan, surtout. Ou de sa faible présence. Si, c'est vrai qu'il y a quand même du lait frais qu'on peut trouver dans les magasins, mais très très peu de produits laitiers manufacturés. Au printemps, j'étais allée à Hualien, pardon de te couper, et faire du vélo. Et dans les collines sur la côte est, entre Taidong et Hualien, il y a une ou plusieurs fermes, je crois, de lait, de vaches laitières. Et je crois que ça peut même se visiter. Il y en a une qui a une sorte de jardin. C'est dans des sortes de pâturages, en fait. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, j'avais aussi vu des vaches du côté de Doulan, donc plus au sud encore, aussi sur la côte est, assez proche de Taidong. Je me souviens plus de la marque. Moi, Mais il y a pas beaucoup de marques, en fait, à Taïwan. Il y a Il y en 4 a. ou 5... Ouais, qui occupent tout le marché, effectivement, et les prix sont relativement similaires. Mais pour en revenir à la vache de Doulan, parce qu'il m'est arrivé une aventure avec cette vache de Doulan. Ah, vas-y. Elle était en train de mettre bas quand je l'ai Oh. vue. Et je voyais juste les 2 sabots qui pointaient. Donc voilà, je me suis dit, bon, on va pas la déranger. J'étais avec une amie à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, on va la laisser faire son affaire tranquillement. Et puis en repassant un petit peu plus tard, j'ai vu que ça n'avait pas beaucoup avancé. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. Donc on a essayé de tirer sur les sabots, mais... Non, sérieux? Mais oui, mais en fait le veau ne sortait pas. Après on a appelé les gardes-côtes. Vous parce que êtes c'était improvisé vraiment juste- sage-femme de vache. Bon, les gardes-côtes sont arrivés après. Ils étaient tout aussi impuissants que nous. Ils savaient pas s'y prendre avec les vaches. Oh non, c'est pas vrai. Et donc après, ils ont réussi par contre à retrouver le propriétaire de la vache, Ok, ouf. qui est venu avec un camion avec des sangles pour attacher en fait des cordes au sabot et tirer avec et pouvoir faire levier en fait parce que le veau ne sortait pas. Et depuis le début, j'avais vu que le placenta était déjà percé en fait parce que les sabots étaient en dehors du corps de la vache. Donc le petit veau est malheureusement mort-né. Ils étaient asphyxiés avant d'être sortis en fait. Mais le propriétaire a dit que c'était le premier veau de cette vache. Donc c'est peut-être un peu normal que ça ait été plus difficile. Et puis que du fait qu'on l'ait appelée, la vache, elle a survécu. Donc, bon, Oui, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais voilà, le veau n'a pas survécu, mais la vache, oui. Et c'était Bon, c'est une belle histoire, l'anecdote quand de la même. vache de Doulan. ok. Ah bah, il t'en arrive des trucs à Taïwan, Florian. Faire accoucher une vache avec des garde-côtes et un camion à sangles. C'était pas prévu Incroyable. du tout. Mais voilà, enfin, elle a besoin d'aide. C'est bien que t'aies appelé en tout cas. Voilà, j'étais contente d'avoir quand même eu ce réflexe-là. Et puis après, c'était difficile de savoir quoi faire aussi parce qu'il n'y avait pas d'enclos. La vache était vraiment en liberté entre les dernières maisons et puis après en bas c'était la falaise et la mer. Donc c'était difficile de savoir à quelle porte toquer. Mais voilà, finalement... Et tu t'es dit, pourquoi pas les garde-côtes? Pourquoi pas C'est l'amie avec qui j'étais qui a eu ce réflexe-là. D'accord. Donc c'était bien. Et puis on a demandé à une personne qui passait, qui en fait était garde-côte, mais en civil, en vacances. Donc il a passé un autre coup de fil pour dire venez vite. Ok. Et bizarrement, ça a accéléré le mouvement. mais voilà, du coup... Et sinon, une autre chose qui était assez intéressante, c'est que la serviette éponge que j'avais utilisée en fait au début pour essayer d'attraper les pattes du veau, et m'ont dit que je devais la laisser et qu'elle allait être enterrée avec le veau parce que les objets qui avaient touché le veau mort-né ne pouvaient pas être gardés après. Voilà, c'était un peu tabou. D'accord. Et donc ils m'ont demandé... Allez Floriane, il faut t'enterrer avec le veau maintenant. Les objets, j'ai dit. Non, et bon, pour finir l'histoire, pour aller jusqu'au bout, cette serviette, c'était un cadeau de ma mère, alors j'avais vraiment pas envie de la donner.
Oh non! Mais oui! Mais voilà, finalement, j'ai compris que c'était important pour eux qu'elle reste là. Donc je n'ai pas gardé cette serviette. D'accord. Eh ben, Voilà, quelle vous péripétie. savez tous les détails des vaches. Mais comment j'en arrive à raconter tout ça, moi? Encore Parce heureux que qu'ils ont c'était pas demandé un la truc, journée du lait à enfin, Taïwan. C'est encore heureux que c'était pas un truc, tu vois, super sentimental. C'est la Oui. serviette que m'a laissée ma grand-mère avant de mourir. T'imagines, non, ça, c'est Non, non, horrible. non, non, il n'y avait pas autant d'attachement à Ok. cette serviette. Bon, ça va. Ça va. Tout est bien, enfin, qui finit bien, pas pour le veau, mais bon, en tout cas pour la vache. Pour la vache, On oui. est content pour elle. Et le veau, du coup, il allait être enterré sur le bord de la falaise. Et le propriétaire m'a dit que la jeune vache, elle était née aussi à cet endroit-là. Ok. Donc voilà, Elle est c'était revenue l'histoire à de la l'endroit, vache de telle Dylan. une tortue. Ouais. Ok. Donc on remercie Siddhartha Bhattacharjee pour cette question qui Qui nous nous a amené très loin. Très loin. On a aussi une question de Daniel Villon qui réagissait à une émission de Clément, Relation Taïwan-France. Donc Clément avait précisé que les statues de Chiang Kai-shek qui étaient enlevées des espaces publics n'étaient pas détruites mais déplacées dans un espace dédié. Et donc Daniel demandait si c'est un stockage provisoire avant que ces statues soient détruites ou avant d'être remises en place. Alors c'est ni l'un ni l'autre, je dirais, puisque ces statues, quand elles sont enlevées, elles sont simplement stockées là parce que elles sont gênantes là où elles étaient et elles peuvent pas non plus être détruites parce que ce serait trop controversé, puisque la figure de Chiang Kai-shek reste encore controversée à Taïwan aujourd'hui. Il y a une bonne partie de la population qui estime que c'est tout simplement l'ancien dictateur de Taïwan, ce qui n'est pas faux, et aussi une autre partie de la population qui insiste aussi sur le rôle de Chiang Kai-shek dans, on va dire, dans l'histoire taïwanaise, dans le sens où il aurait fait de Taïwan un des 4 dragons asiatiques en promouvant la croissance économique. Dans le milieu militaire, il est aussi... et dans le milieu militaire, où il est... très admiré en général. Voilà. Notamment pour son rôle dans la guerre dans la guerre sino-japonaise, la guerre de résistance contre le Japon, comme on dit en mandarin. Et voilà. Donc c'est un personnage qui reste encore très controversé, et pour l'instant, c'est du ni l'un ni l'autre. Pour les statues, c'est ni les détruire, ni les remettre. Voilà, en fait, la loi de promotion de justice transitionnelle qui avait été adoptée en 2017 mentionnait qu'il y avait cet objectif d'enlever les symboles autoritaires. Donc c'était une des tâches de la commission de justice transitionnelle qui a eu notamment ce rôle-là. Et donc dans les symboles autoritaires, il y avait par exemple le mémorial de Chiang Kai-shek. Le projet de transformation est toujours suspendu dans l'air. Et les statues, il y en a une partie qui a été enlevée. Beaucoup ont été envoyés au parc de Tseru, pas loin du mausolée de Chiang Kai-shek. Et donc ces statues sont là, elles font partie d'un parc maintenant, il y a pas mal de visiteurs qui les voient. Voilà, ça fait un lieu un peu comme ça. Et en attendant qu'on décide... quoi en faire, mais elles n'ont pas vocation à être réinstallées non plus. Voilà, donc merci à Daniel Villon pour sa question. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs avec d'autres animateurs. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et continuez de nous envoyer vos courriers. On les reçoit et on les attend avec impatience. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour.